Je vais commencer. Donc aujourd'hui, cette séance, elle va être principalement consacrée aux effets de taille finie et à essayer de les comprendre à travers le groupe de renormalisation, ce que je vais faire un peu plus tard. Mais d'abord, je vais essayer de vous donner un peu une idée des questions qu'on se pose quand on étudie un système fini et quelles sont éventuellement les difficultés et qu'est-ce qu'on peut en extraire. Alors, donc, c'est les effets de taille finie. Et en anglais, ça va être FSS, Finite Size Scaling. Et je vais essayer de montrer le lien avec le groupe de renormalisation. Alors, la première chose, enfin, il y a trois aspects aux effets de taille finie. Le premier, qui est assez paradoxal et étonnant, c'est que, en fait, les systèmes finis n'ont pas de transition de phase. Pour un système fini, enfin, peut-être que si on bricole des modèles assez compliqués ou très particuliers, il y aura des transitions de phase. Mais si vous prenez un modèle de fluide, un modèle de magnétisme, en général, il n'y a pas de transition de phase pour les systèmes finis. Et ça paraît assez paradoxal, puisque si on prend de l'eau qu'on la met au givreur, ben, on va voir une transition de phase, ça va devenir de la glace. Donc ça paraît assez paradoxal. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le système très grand ressemble au système infini, mais malgré tout n'a pas de transition de phase. Et ça a été une question finalement qui a pris un certain temps à être comprise. Et j'avais lu il y a un certain temps, et je n'ai pas retrouvé la référence précise, qu'il y avait eu une conférence dans les années 30 avec des gens célèbres, et la discussion était de savoir justement si un système fini pouvait avoir des transitions de phase ou pas, et ils avaient mis ça au vote, et le vote avait été à peu près partagé. Donc ça montre que ce n'était pas si évident que ça. Et une des raisons, c'est que en fait, les approximations les plus simples que l'on peut faire, comme le champ moyen, donnent une transition de phase pour un système fini. Donc le champ moyen donne une transition de phase. Alors, si vous voulez vous en convaincre, vous prenez un modèle le plus simple possible avec deux spins, un modèle d'Ising avec deux spins, S1 égale plus ou moins 1, S2 égale plus ou moins 1, et vous essayez de résoudre ce modèle avec une énergie de couplage qui est juste moins J, S1, S2. Alors bon, il y a 4 états dans le système, donc sommer calculer la valeur moyenne de S1, par exemple, est facile, et ça va être somme sur S1, somme sur S2 de S1 et puissance moins bêta E, divisé par somme sur S1, somme sur S2 et puissance moins bêta E. Et si vous faites ce calcul, il y a 4 termes dans chaque somme, vous allez trouver 0. Donc le système ne va jamais s'aimanter. Ça, c'est un calcul où on n'a fait aucune approximation. Mais maintenant, si vous essayez de faire une théorie de champ moyen, vous allez dire que l'énergie du spin 1 est dans un champ moyen dû au spin 2. Et quand vous allez faire ce calcul, vous allez trouver que la valeur moyenne du spin 1, qui est égale à la tangente de bêta J, le spin 2, donc ça, cette formule que j'écris là, elle est parfaitement exacte. Si vous faites une approximation du champ moyen en disant que le champ ressenti par le spin 1 est la moyenne du champ exercé par le spin 2, vous allez trouver tangente hyperbolique bêta J S2, et ça, quand bêta J est plus grand que 1, vous allez trouver une aimantation, S1 sera égal à S2, et les deux vont être aimantés. Donc pour un système aussi simple que ça, le champ moyen, qui était en fait la théorie connue avant la guerre, eh bien, donne une transition de phase. Donc vous voyez que ce n'est pas quelque chose d'étonnant. La deuxième, alors, donc pas de transition de phase, mais malgré tout, le système ressemble beaucoup au système infini. Le deuxième aspect, c'est ce qu'on voudrait faire, c'est d'extraire, à partir des effets de taille finie, extraire les comportements critiques. Et les comportements critiques qui vont
être caractéristique du système infini. Donc bien que le système soit fini, on voudrait pouvoir dire de manière assez précise comment apparaissent les comportements singuliers qui sont caractéristiques du système infini. Et le troisième aspect, c'est que l'étude de ce système fini va faire apparaître un très grand nombre de lois de fluctuation universelle. Donc, des lois nouvelles de fluctuation universelle. Et on va en voir quelques-uns. Alors, pour illustrer un peu cette idée qu'il n'y a pas de transition dans un système fini, eh bien, je vous ai, dans les courbes qui ont été distribuées, j'ai donné en première page la susceptibilité d'un modèle d'Ising en fonction de la température pour des tailles différentes. Donc, on prend un modèle d'Ising. Je vous rappelle que on prend un réseau, par exemple, qui est carré. Et puis, sur chaque site, il y a une variable de spin qui vaut plus 1 ou moins 1, avec une énergie qui est moins J, la somme sur I voisin de J de SI et J. Donc les SI peuvent représenter un spin E vers le haut ou vers le bas, si on s'intéresse à du magnétisme, ou bien à une particule présente ou absente sur le site du réseau, si on s'intéresse à un fluide. Et il y a une quantité, quand on s'intéresse à l'aspect magnétique, en fait, qui deviendrait la densité quand on s'intéresse à un fluide, qui est simplement somme des SI. Bon, et maintenant, quand on veut mesurer une quantité, eh bien, ce que l'on a à faire, comme toujours, si je veux mesurer par exemple l'aimantation, n'importe quelle quantité, eh bien, il faut sommer sur toutes les configurations possibles. Donc il y a 2 puissance n configurations de la quantité dans la configuration C, pondérée par le poids de Boltzmann et divisée par la normalisation. Ça, c'est la base des calculs que l'on essaye de faire. Donc, si on fait ce genre de calcul, en fait, on arrive à le faire quand le nombre de spins n'est pas trop grand, parce qu'il faut énumérer toutes les configurations. Donc, typiquement, j'ai 10 spins, j'en ai 20, ça va faire à peu près 1 million. Je peux faire cette somme. Mais 20 spins, ça n'est pas beaucoup de spins, c'est un petit carré. Enfin, 25, ça serait un carré 5 par 5. Donc, ce n'est pas un carré très grand. Il y a d'autres méthodes, comme la méthode Monte-Carlo, qui permet d'estimer les quantités qui nous intéressent en faisant un sondage. Alors, bon, je ne vais pas répéter la méthode Monte-Carlo maintenant. Peut-être à la fin, si j'ai un peu de temps, je répéterai la façon dont ça procède. Mais toujours est-il que, par un moyen ou par un autre, soit en faisant une énumération complète de toutes les configurations, soit en faisant ce sondage Monte-Carlo, qui peut être très précis, on arrive à mesurer certaines quantités. Et donc, sur les courbes qui sont sur la première page, la quantité qui a été mesurée, c'est la susceptibilité magnétique. Et la susceptibilité magnétique, ça n'est rien d'autre. Donc, c'est la susceptibilité magnétique par spin, qui n'est rien d'autre que la dérivée de l'aimantation divisée par le champ magnétique. Et ce que vous voyez, c'est d'abord que les courbes en fonction de la température n'ont pas de singularité. On voit des petites irrégularités, mais qui sont d'origine statistique parce que ça provient d'un sondage Monte-Carlo. Et donc, c'est des choses qui, si j'avais de meilleures statistiques, disparaîtraient. Mais on voit des courbes qui ont un maximum. Et plus la taille du système augmente, plus ce maximum devient pointu. Et la courbe se met à ressembler de plus en plus à ce qu'on aurait pour le système infini, qui serait une véritable divergence. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que, en regardant ces courbes pour différentes tailles, donc là, la plus petite, c'est la plus petite taille, et ainsi de suite, on voit se développer cette singularité qui va bien dans le sens de ce qu'on observe dans la nature. C'est-à-dire, dans la nature, on a des très grands systèmes, ce n'est pas 100 par 100, c'est des systèmes
10 puissance 23 particules. Et donc, dans la nature, on voit quelque chose qui est tellement pointu, qui est peut-être un tout petit peu arrondi parce que le système est fini, mais on n'arrive pas à distinguer par rapport à un système infini. Alors, le message, c'est qu'à travers ces courbes, on arrive à extraire des comportements critiques, on arrive à extraire ce type de singularité. Et ça, c'est ce que j'ai essayé de vous faire sentir en reproduisant des tables qui ont été publiées il y a une quinzaine d'années. Et donc, je vais simplement dire, on veut mesurer des comportements critiques. Et un des comportements critiques, par exemple, dont nous avions parlé, mais il y en a d'autres, c'est dans le diagramme pour un fluide de la densité, de la température en fonction de la densité. Pour un fluide, au-dessous d'une certaine température critique, il y a une courbe de coexistence entre le liquide à haute densité et le gaz à basse densité. Dans toute cette région intermédiaire, si je fais une densité intermédiaire, le système, il y a coexistence entre liquide et gaz, et la forme de cette courbe a un caractère universel, comme on l'avait vu il y a une ou deux séances, et on n'a que T moins Tc, ici il y a ρc, que T moins Tc se comporte en ρ moins ρc avec un certain exposant bêta, et cet exposant bêta est à peu près égal à 1/3. Et c'est ce qu'on arrive à mesurer, mais ce que je voulais vous faire sentir, c'est qu'avec les méthodes d'effet de taille finie, donc c'est ce que vous voyez sur la page 2, il y a toute une série de données qui sont, l'information c'est FSS, c'est Finite Size Scaling, et les gens, différents auteurs, chacune de ces lignes correspond à un article différent, et les valeurs qui ont été trouvées ont été obtenues à partir de calculs sur des systèmes finis en essayant d'extraire ces exposants. Vous voyez qu'ils arrivent à une certaine précision qui a l'air d'exclure la valeur pile 1/3, d'être des valeurs assez précises. Et elles peuvent être comparées à d'autres façons de mesurer les mêmes propriétés sur éventuellement d'autres systèmes ou par d'autres méthodes qui sont montrées sur la page 3. Par exemple, vous pouvez regarder l'exposant bêta. Et l'exposant bêta, sur la page 3, en haut, c'est obtenu par des méthodes de série haute température, dont je vais dire juste une phrase. Et la deuxième table, page 3, vous voyez que certains résultats sont des résultats expérimentaux. Donc tout ça a l'air d'être en accord parfait, mais vous voyez qu'il faut quand même une certaine agilité pour être capable d'extraire de ces courbes des valeurs de comportement critique, des exposants, avec une telle précision. Et donc ça, c'est ce dont je vais essayer de parler, comment on arrive à obtenir des valeurs précises. Alors, la méthode traditionnelle, une des plus efficaces, peut-être pas la plus satisfaisante sur le plan théorique, mais la plus efficace, c'est les méthodes de série, et ce qui consiste simplement à regarder le système, par exemple, à très basse température. Donc, si on est à très basse température, tous les spins vont être ordonnés, et de faire une théorie de perturbation regardant les configurations où un spin est retourné, deux spins est retourné, et ainsi de suite. Et donc, on arrive à avoir une série, comme la série qui est montrée en page 4, que j'ai empruntée à un des Gutmann en particulier, qui a passé beaucoup de temps à engendrer ces séries. Et donc, il a une série avec 70 termes dans une série perturbative, en fait, à l'ordre de 76. Et à partir de là, il arrive à lui aussi extraire les comportements critiques. Alors, du point de vue mathématique, c'est totalement un non-sens, puisque ce qu'il a, c'est simplement un polynôme. Et un polynôme, il n'a aucun comportement critique, il n'a pas d'exposants bizarres qui ne sont pas entiers. Et malgré tout, l'idée qu'il y a derrière, c'est que quand on fait ces développements en série, les termes évoluent en fonction de l'ordre de manière suffisamment régulière pour pouvoir, en faisant quelques hypothèses, extraire un comportement critique. Toujours est-il que vous voyez, à partir de ces tables que vous avez en main, qu'on peut extraire des valeurs précises
qui sont en accord soit avec ce qu'on obtient dans les expériences, soit ce qu'on obtient par d'autres méthodes. Et il y a encore d'autres méthodes qui existent dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Alors, comment on s'y prend? Essentiellement, on est dans une situation où on a des courbes de ce genre qui dépendent de la taille, et comment on s'y prend pour extraire quelque chose. Et alors, il y a une idée de base qui est relativement simple, que je vais discuter maintenant, et cette idée, on verra comment elle apparaît dans le groupe de renormalisation. Mais pour l'instant, je vais simplement parler de cette idée de base. Et l'idée de base, donc, c'est l'idée des finite size scaling, des effets de taille finie, des lois d'échelle des systèmes finis, c'est de dire on va extraire par une méthode ou par une autre une quantité physique qu'on aura mesurée, donc par exemple par Monte-Carlo, par d'autres méthodes, par énumération, qui va dépendre de la taille du système et qui va dépendre des paramètres comme la température, ou P, la percolation, ou le champ magnétique. Donc ça, a priori, c'est faisable avec un ordinateur en énumérant toutes les configurations ou en faisant un sondage précis, en faisant un sondage suffisamment long pour avoir des résultats précis. Et l'idée centrale, si vous voulez, c'est de dire que cette quantité va être de la forme, elle va ressembler à la même quantité dans le système infini, fois une fonction qui est L sur la longueur de corrélation du système infini. Et donc ça, c'est quand L est très grand, quand le système est grand, et quand la longueur de corrélation est grande. Alors, donc c'est d'écrire quelque chose comme ça. Et on va voir que ça permet d'extraire les comportements critiques. Alors déjà, en quoi on a simplifié d'une certaine manière le problème? C'est qu'à gauche, vous avez une fonction de deux variables. Donc imaginez que je veux stocker cette fonction sur un ordinateur. Je vais me dire que si je connais 1000 valeurs d'une fonction, eh bien, je la connaîtrai à peu près. Et donc, comme c'est une fonction de deux variables, eh bien, normalement, il faudrait avoir 10 puissance 3 fois 10 puissance 3 mémoire pour stocker l'information qui est là. Si je regarde à droite, j'ai une fonction d'une variable, donc j'aurai besoin de 10 puissance 3 nombres pour la caractériser, et là, j'ai une autre fonction d'une variable, donc c'est 10 puissance 3 aussi. Donc d'une certaine manière, j'ai beaucoup réduit. Donc normalement, il y a beaucoup plus d'informations à gauche qu'à droite. Malgré tout, l'idée qui va émerger du groupe de renormalisation et qu'on va utiliser maintenant, c'est de penser que pour L grand, on a cette loi d'échelle. Et cette loi d'échelle, physiquement, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie qu'il y a une longueur caractéristique dans un système très grand et une longueur de corrélation, c'est-à-dire, dans le cas du modèle d'Ising, c'est de dire, prenons deux sites qui sont à une certaine distance R, et comment la corrélation entre le spin qui est à une certaine position et un autre à une position R, comment cette corrélation décroît en fonction de la distance. Et elle va décroître, donc SI, SJ, partie connexe, va décroître en E puissance moins R sur une longueur caractéristique. Alors, si le système est beaucoup plus grand que la longueur caractéristique, vous voyez que chaque spin va avoir un environnement qui est le même que s'il était dans un milieu infini, parce que les distances sur lesquelles il ressent ces corrélations, c'est une longueur de corrélation qui est cette longueur de corrélation. Donc pour des systèmes beaucoup plus grands, eh bien, cette fonction elle va valoir essentiellement 1. Quand L est beaucoup plus grand que... Donc si L est beaucoup plus grand que... pardon, pas que 1, que la longueur de corrélation, eh bien... alors attendez, donc ça c'est valable quand cette formule elle est censée être valable dans ce cas. Et donc il y a deux cas. Il y a si L est beaucoup plus grand que la longueur de corrélation, eh bien,
la fonction, elle va valoir 1. Donc f de x tend vers 1 pour x tend vers l'infini. Par contre, si la taille est beaucoup plus petite que la longueur de corrélation, il va y avoir quelque chose qui va faire en sorte que la quantité physique qui m'intéresse dans le système infini peut être singulière, la longueur de corrélation peut être singulière, mais toute cette combinaison ne peut pas l'être, puisque dans le système fini, il n'y a pas de transition de phase. Et la raison pour laquelle il n'y a pas de transition de phase, c'est simplement que pour un système fini, eh bien, si vous effectuez cette somme, ça va être une somme finie, et donc il n'y aura aucune dérivée de la température qui peut être singulière nulle part. Donc en fait, tant que le système est fini, ici vous avez des choses qui ressemblent essentiellement à des polynômes dont la variable est puissance moins 2j sur t ou quelque chose comme ça. Donc il y a deux situations. Si la taille est beaucoup plus grande que la longueur de corrélation, eh bien, f vaut 1, les deux systèmes et si la taille est beaucoup plus petite que la longueur de corrélation, eh bien, f va faire en sorte qu'il n'y ait pas de singularité en fonction de la température. Alors, comment c'est possible? Eh bien, je prends l'exemple de la susceptibilité, vous pouvez prendre d'autres quantités. Donc, supposons qu'on ait une quantité qui, dans le système infini, diverge avec un exposant t moins tc. Donc, si c'était la susceptibilité, ça serait puissance moins gamma. Par exemple, je prends une température au-dessus de tc, sinon vous mettez des valeurs absolues. Et puis, une longueur de corrélation. On avait vu que la longueur de corrélation, il y a un exposant qui s'appelle nu. Donc, c'est t moins tc, puissance moins nu. Et donc, ce qui est écrit au-dessus, là, quand t est proche de tc, ça va me dire, bon, mettons qu'il y a une amplitude a ici, que q infini de t va se comporter en t moins tc puissance moins gamma fois la fonction en question de L fois t moins tc puissance nu. Et d'une certaine manière, si la taille est petite devant la longueur de corrélation, c'est-à-dire si l'argument de cette fonction est suffisamment petit, eh bien, il faudrait que toute cette histoire, il n'y ait pas de singularité à t égale tc, puisque le système est fini, il ne peut pas être singulier. Et donc, la seule possibilité, c'est que le f de x, qui est là, eh bien, il se comporte en x puissance quelque chose, je crois que ça doit être gamma sur nu, quand x tend vers 0. Il faut que cette fonction se comporte de cette manière, de façon à ce que la divergence qui est là soit compensée par la fonction qui est là. Donc ça, c'est une façon de l'écrire. C'est une façon d'écrire les effets de taille finie. Encore une fois, c'est une fonction d'échelle, donc ça n'est vrai que si le système est assez grand et si la longueur de corrélation est assez grande. Et il y a une autre façon de l'écrire qui est peut-être plus pratique, mais qui est totalement équivalente. C'est de dire que QL de t se comporte en L puissance gamma sur nu, une certaine fonction, j'appelle f tilde, si vous voulez, de L puissance 1 sur nu fois t moins tc. Donc, c'est exactement la même chose, c'est juste changer le nom des variables. Au lieu de prendre la variable x ici, c'est de prendre la variable x puissance gamma sur nu, ou quelque chose comme ça. Et donc, les deux, c'est juste une réécriture. C'est pas la même fonction, mais si on connaît la fonction qui est à droite, on trouve facilement la fonction qui est à gauche. Et sous cette forme, c'est plus agréable, parce qu'on se dit, il n'y a pas de transition, donc ça va être une fonction qui se développe en t moins tc autour de quand l'argument vaut 0. Donc, on s'attend à ce que les dérivées, par exemple, successives des k de ql
de t sur dtk vont se comporter en L puissance gamma sur nu plus k sur nu. Donc ça c'est deux façons d'écrire les effets de taille finie. Et a priori, eh bien, je peux prendre les données que j'ai mesurées par une méthode de Monte-Carlo ou par une autre méthode et essayer d'en extraire les comportements critiques simplement en essayant de superposer ces courbes. C'est-à-dire, je peux essayer de tracer, si je trace L puissance moins gamma sur nu fois la quantité que j'ai mesurée en fonction de L puissance 1 sur nu T moins TC, eh bien, normalement, les courbes différentes comme celles qu'il y a sur la page 1 vont toutes se superposer, et donc je vais obtenir une espèce de courbe unique. Si le système est assez grand, il va falloir avoir des systèmes suffisamment grands, je vais avoir une courbe unique, et donc le jeu consiste à se dire, je vais essayer de trouver TC, nu, gamma sur nu, ces trois quantités, je vais essayer de déterminer ces trois quantités, ces trois comportements critiques, la température critique et ces deux exposants, simplement en jouant sur des valeurs possibles sur mon ordinateur et essayer de voir si j'arrive à superposer les courbes. Et comme vous le savez, dès qu'on a plusieurs paramètres à déterminer à la fois, il y a toujours un certain jeu possible sur je change un peu nu, alors si je peux rattraper ça en changeant TC, je peux rattraper ça en changeant gamma sur nu, et donc il y a toujours une difficulté de déterminer des paramètres, plusieurs paramètres à la fois à partir de certaines données. Donc en général, c'est assez difficile d'extraire les exposants, mais il y a un certain nombre de cas qui sont favorables. Alors peut-être juste avant de poursuivre en parlant de ces cas favorables, eh bien, ici on a une certaine fonction d'effet de taille finie, donc une quantité, ça c'est ce comportement en fonction de la taille quand on épile à TC, et ça c'est la façon dont ça se comporte quand on s'écarte un peu de TC. Mais ces fonctions, en général, elles vont dépendre de la géométrie, elles vont dépendre du système que je regarde. Donc la fonction qui est là va dépendre, si je prends un domaine carré, si je prends un domaine biscornu, si je prends un rectangle, eh bien, chaque fois, ces fonctions vont dépendre de la géométrie que je considère. Donc les gens, par exemple, vont prendre des carrés avec des conditions périodiques ou des rectangles avec des bords libres. Et donc ces fonctions vont dépendre de ces conditions au bord. Et les théories conformes, en particulier, permettent, dans les cas bidimensionnels, au moins dans certains cas, de calculer ces fonctions, ou l'équivalent de ces fonctions, pour des systèmes bidimensionnels critiques. Bon. Alors, comme je le disais, c'est assez embêtant, du point de vue numérique, d'essayer de déterminer plusieurs quantités à la fois. Parce que vous allez voir vos courbes, essayer de les superposer, puis vous allez voir qu'en changeant certains paramètres, vous arrivez aussi bien à les superposer, donc vous allez rester dans une certaine incertitude. Alors, il y a un certain nombre de cas favorables qui vont correspondre au cas où une de ces quantités, par exemple gamma sur nu, vaut 0. Et donc, on va voir ces cas favorables, et ces cas favorables vont permettre de faire des prédictions très précises. Et donc, le premier cas favorable qu'on peut considérer, c'est donc, si gamma sur nu égale 0, ou bien si gamma sur nu est une valeur que je connais à l'avance, alors je peux aller beaucoup plus loin, ça va être beaucoup plus facile. Donc le cas où gamma sur nu égale 0, eh bien, on l'a déjà rencontré, c'est quand on a regardé la première séance, le problème de percolation.
Donc on avait vu qu'on avait considéré le problème de percolation sur un réseau à 2 dimensions. Je pourrais le faire à toute dimension. Donc on avait vu que si on considère un problème de percolation, et donc vous vous rappelez sans doute que la percolation sur chaque site d'un réseau, on tire au hasard pour savoir si ce site est occupé avec probabilité P et vide avec probabilité R-P. Et quand on dessine la probabilité PAB de P en fonction de P, la probabilité qu'il y ait au moins un chemin de site connecté qui aille de A à B, d'abord, c'est un polynôme, comme on l'avait dit, donc il ne peut pas y avoir de transition. On a une courbe de ce genre. Et quand on augmente la taille du système, cette courbe devient de plus en plus pentue, abrupte. Et puis, on s'attend à ce que si le système était infini, eh bien, la courbe devienne discontinue comme ça. Et donc ça, c'est un cas où il n'y a rien qui diverge dans cette quantité quand on est à TC. En fait, ça devient une fonction qui devient en fait discontinue dans la limite dans la limite d'une taille infinie. Et comme vous voyez, en fait, ces courbes que j'ai fait reproduire, eh bien, comme vous le voyez, ces courbes se coupent toutes en un certain point, ici. Et si on essaye de voir si c'est compatible avec une forme de taille finie, donc en fait, ici, il n'y a pas de gamma sur nu, eh bien, on y arrive très bien. Ça, c'est une courbe qui suit la courbe où elles sont différentes. En fait, c'est sur la page 6 de ce que vous voyez. Donc, c'est exactement, page 5 et page 6, c'est exactement les mêmes données. La seule chose qui a été faite, c'est d'essayer d'introduire cette dépendance. Donc, c'est de tracer ce P à B, non pas en fonction de P, mais en fonction de L puissance 1 sur nu fois P moins PC. Et vous voyez que toutes ces courbes se superposent tout à fait en accord avec cette loi de système fini. Alors, bon, je vous ai donné pour vous montrer que c'est quand même pas un travail infini, un petit programme, moi j'écris toujours en Fortran, qui permet d'avoir ces courbes et qui fait en quelques minutes d'ordinateur, vous pouvez fabriquer ces courbes facilement. Alors, en fait, cette façon de faire permet de déterminer le point critique en regardant où les courbes se coupent. Donc j'ai ces courbes pour différentes tailles, elles se coupent à un certain endroit. Ça me permet de déterminer le point critique. Et une fois que j'ai déterminé le point critique, je regarde comment la dérivée dépend de la taille. Donc, quand gamma sur nu égale 0, eh bien, le QL, pour trouver le point critique, je vais essayer de trouver le point tel que QL égale QL' de TC, donc l'endroit où les courbes se coupent. Et puis, pour calculer l'exposant nu, eh bien, je vais regarder la dérivée dQL sur dt à TC égale quelque chose qui va augmenter en L puissance 1 sur nu. Donc, en comparant deux tailles, je vais pouvoir avoir une estimation de l'exposant 1 sur nu. Et donc, je vais pouvoir trouver l'exposant 1 sur nu. Et une fois que j'aurai fait ça avec une quantité qui a gamma sur nu égale 0, une fois que j'ai déterminé le point critique est nu, à ce moment-là, je peux regarder d'autres quantités qui n'ont pas gamma sur nu égale 0, et ça va me permettre d'extraire d'autres comportements critiques. Donc c'est vraiment comme ça que les gens procèdent. Et cette façon de procéder, elle a été en fait initiée par Binder dans les années 80, et avec ce qu'on appelle les Binder ratios, c'est-à-dire les rapports de Binder.
qui est un outil qui est beaucoup utilisé dans toutes ces façons d'essayer de déterminer les comportements critiques. Et donc, Binder a pris un des modèles les plus simples, qui est le modèle d'Ising. Et il a mesuré, en fonction, donc c'est un modèle d'Ising en champ nul, en fonction de la température, il a mesuré l'aimantation moyenne, l'aimantation carrée moyenne, etc., l'aimantation 4 moyenne. Donc ça veut dire, il fait sa simulation, et l'aimantation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la somme des spins de I égale 1 à n, donc à chaque instant, et il produit des... Binder, c'est un des grands maîtres de la méthode Monte-Carlo. Donc, il a cet algorithme de Metropolis qui lui permet d'engendrer un très grand nombre de configurations typiques du modèle d'Ising à une certaine température. Et puis, il mesure les moments de l'aimantation. Pour chaque configuration, il mesure son aimantation, et puis moyenne de carré, etc. Bon, comme je suis sûr que son programme est très, très bien fait, eh bien, il va trouver que l'aimantation en champ nul d'un système fini est nul. Il trouve M2, il trouve M3, il trouve M4, et il va dessiner le rapport M4 sur M2 au carré. En fait, souvent, il mesure cette quantité-là. M4 en fonction de la température, et il trouve des courbes. Encore une fois, toutes les quantités que je peux mesurer sur un système fini sont des courbes lisses qui n'ont pas de singularité. Donc il trouve des courbes qui ont une forme comme celle que vous voyez sur... il trouve des courbes en fonction de la taille qui font quelque chose comme ça. Bon. Alors, à haute température, ça vaut 0. À basse température, ça vaut moins 2. Bon, alors ça, c'est très facile à comprendre. Pourquoi ce rapport va passer de 0 à moins 2, un peu comme dans le cas de la percolation, on passait de 0 à 1. Dans le cas de la percolation, eh bien, soit on ne percole pas, et la probabilité donc, est 0, soit on percole, et la probabilité d'aller d'un bord à l'autre est 1. Alors là, on a ces valeurs M4 sur M2 carré qui vaut 3 quand on est à haute température. Et le 3, c'est le 3 de la gaussienne, simplement, c'est-à-dire le quatrième cumulant d'une gaussienne sur le quatrième moment de la gaussienne sur le deuxième moment au carré, ça vaut 3. Et ça, c'est simplement parce que j'ai un très grand système, on est à haute température, la longueur de corrélation est petite. Eh bien, ce qui se passe, c'est que l'aimantation totale, c'est simplement une somme de variables aléatoires indépendantes. Chaque petit bloc a son aimantation, j'ajoute ça, et donc j'aboutis à une loi gaussienne. Le moins 2 ici est aussi facile à comprendre. Quand on est dans la phase basse température, essentiellement, le système est aimanté. Donc les valeurs possibles de l'aimantation, c'est n fois petit m, l'aimantation spontanée, ou moins n fois petit m. Le système est fini, mais quand même, il commence à ressembler au système infini. Donc, il passe la moitié de sa vie à avoir l'aimantation positive du système infini, l'autre moitié, l'aimantation négative, et il saute de l'un à l'autre. Et donc, une quantité qui prend deux valeurs avec probabilité égale, elle va avoir que M4 sur M2 au carré va valoir 1, parce que essentiellement tout se passe comme s'il y avait juste une variable binaire, et donc quand on retranche moins 3, ben, ça fait moins 2. Voilà. Donc ça, c'est les deux valeurs asymptotiques, et on passe de l'un à l'autre. Et l'idée de Binder, c'est de tracer ces courbes en fonction de la taille, et de regarder l'endroit où ces courbes se coupent, et ça lui détermine la température critique. Et cette méthode, qui a été initiée, comme je disais, donc par Binder, elle a été réutilisée dans beaucoup de contextes, dans les verres de spin, dans beaucoup de problèmes, dans les problèmes de localisation et autres, d'essayer de déterminer numériquement le point critique en regardant ces courbes pour des différentes tailles et regarder où elles se coupent.
l'endroit précis où elle se coupe est une... alors, bon, donc, je vais revenir sur l'endroit précis où elle se coupe, qui est quelque chose qui est intéressant. Donc, en fait, ce rapport de Binder, il dépend de la géométrie, il dépend des conditions au bord. Et donc, comme je disais, ce rapport de Binder, c'est une des caractéristiques des fluctuations de la distribution de M. En fait, au lieu de regarder ce rapport M4 sur M2 carré, on pourrait regarder d'autres moments, des moments plus compliqués, et en fait, on pourrait se poser la question, quelle est la distribution complète de cette aimantation? Alors, cette distribution, dont ce point d'intersection est une des caractéristiques, mais en fait, il y a toute la distribution de l'aimantation, P de M, il dépend de la géométrie et il dépend des conditions au bord. Et ce P de M, en soi, c'est aussi une fonction d'échelle. C'est-à-dire qu'a priori, le P de M, il dépend de la taille et de M, mais en fait, quand L est grand, ça va être quelque chose qui va dépendre de devenir une certaine fonction de M sur... Alors, il se trouve que dans le cas présent, c'est gamma sur 2 nu. C'est-à-dire ça devient une fonction d'échelle qui est universelle, mais cette fonction, elle est universelle, mais malgré tout, elle dépend de la géométrie et elle dépend des conditions au bord. Et donc, ces fonctions, elles avaient été déterminées, par exemple, par Binder, encore une fois. Et ça, c'est ce que vous voyez sur la page 9. Il avait déterminé cette fonction d'échelle. Alors, probablement qu'ici, il doit falloir mettre un 1 sur L puissance gamma sur 2 nu. Et ça illustre ce que je disais à propos des conditions au bord. Il y a les deux courbes qui sont obtenues sur la page 9. L'une, c'est si on prend un carré avec des conditions au bord périodiques, c'est-à-dire que les spins qui sont sur la ligne du haut interagissent avec ceux qui sont sur la ligne du bas, pareil sur la gauche-droite, et la courbe de droite, elle est avec des bords libres, c'est-à-dire qu'on n'impose rien sur les conditions au bord. Donc en fait, tout ça, c'est pour vous dire que à partir des courbes obtenues pour des systèmes finis, eh bien, on peut extraire des exposants critiques. Et à mon sens, une des méthodes les plus efficaces consiste à utiliser cette méthode des rapports de Binder, c'est-à-dire à trouver une quantité où il n'y a pas un L puissance quelque chose devant. Donc une quantité où gamma sur nu vaudrait 0. Et à ce moment-là, on regarde où ça se coupe, ça détermine la température critique, et ensuite on mesure l'exposant à partir de la pente qui est là. Alors, un autre cas favorable, dont je vais parler un peu plus tard, c'est ce qu'on appelle la renormalisation. Je regarde si j'ai pas... Ah oui, bon, peut-être avant de passer à ça, juste... En fait, c'est une espèce de question ouverte, enfin, ou intéressante, d'essayer vraiment de déterminer ces fonctions. Alors, il y a un cas où cette fonction d'échelle est facile, c'est dans le cas du champ moyen. Et dans le cas du champ moyen, on peut, par exemple, trouver la valeur, on peut prédire la valeur où ces courbes vont se couper. Et cette valeur, je vais vous la montrer, elle fait un petit peu peur, mais vous allez voir qu'elle n'est pas très compliquée. M4 sur M2 au carré, ça vaut 4 gamma de 5 quarts au carré sur gamma de 3 quarts au carré. Donc ça, c'est un champ moyen qui est une valeur
qui vaut à peu près 2,18. Alors d'où elle sort? En fait, elle sort de quelque chose qui est assez simple, c'est que quand on fait la théorie de champ moyen, eh bien, la distribution de l'aimantation quand on est pile au point critique, quand on est à la transition, c'est juste une distribution qui est exponentielle moins M4. Donc si on a une densité qui est puissance moins M4 et qu'on mesure le rapport de ces aimantations, on trouve ce nombre. Et ce nombre, en fait, il permet essentiellement de comprendre la courbe de Binder que j'ai montrée, qui est montrée, cette courbe où ça s'intersecte, qui est page 8. Et si vous mettez 2,1 et que vous retranchez 3, vous trouvez quelque chose qui tourne autour de moins 1. Et cette courbe, elle a été obtenue en dimension 5, c'est-à-dire sur un réseau qui est en dimension 5, où on s'attend à ce que le champ moyen soit la bonne théorie. Alors pourquoi on n'a pas montré la courbe en dimension 2 ou en dimension 3? Eh bien, on peut le faire. En fait, moi, j'avais essayé de le faire, mais il y a longtemps, pour un cours. Mais en fait, en dimension 2, en 2 dimensions, le rapport attendu, en utilisant les théories conformes, il vaut à peu près 1,16. Et donc, en fait, quand vous retranchez 3, il va se retrouver tellement près du bord ici que, en fait, de le voir, c'est difficile de voir l'intersection, mais elle se trouve très proche de l'axe horizontal ici. Mais ça fonctionne de la même façon si on a envie de le faire. Bon, donc, la distribution de M, le point d'intersection, qui en est une des caractéristiques, dépendent de la géométrie. Si on prend un carré, un rectangle, une forme plus ou moins compliquée, chaque fois, on va avoir une nouvelle distribution universelle qui va apparaître, qui ne va pas dépendre des détails du modèle que l'on regarde. Alors, l'autre cas favorable, sur lequel on avait travaillé il y a pas mal d'années, qui a été introduit par Nightingale, ça s'appelle la renormalisation phénoménologique. Donc je vous rappelle que pour extraire les exposants, eh bien, on mesure une certaine quantité qui dépend de la température et on voudrait l'extraire en essayant de voir quel est le choix des exposants qui permet de superposer ces résultats selon cette loi d'échelle que j'écris ici. Donc le cas dont on a discuté jusqu'à présent, c'est le cas où gamma sur nu vaut 0. Mais maintenant, il y a un cas qui serait tout à fait possible, c'est de prendre une quantité telle que gamma sur nu égale 1. Alors, pour faire ça, eh bien, il y a une géométrie qui est adaptée à cette situation. C'est non pas de prendre des systèmes finis, mais de calculer sur des systèmes qui sont très longs. Donc, de prendre un système unidimensionnel qui a une certaine taille W, à une certaine longueur L très grande. Et donc, si je regarde, alors peut-être que je ne vais peut-être pas l'appeler W, je vais l'appeler L aussi. Et là, je vais l'appeler, je ne sais pas, grand L. Donc quelque chose qui est très allongé. Si mon système est très très long, il va y avoir une certaine longueur caractéristique dans ce système. Donc là, il y a L-site dans la verticale, un grand L-site dans l'horizontale, très très allongé. Il va y avoir une certaine longueur caractéristique qui va dépendre de la température, qui est la longueur de corrélation. C'est-à-dire comment,
un spin qui a une certaine position ici et un spin qui a une position là, comment leur corrélation va décroître en fonction de la distance qui les sépare. Donc ça va être, ou bien par exemple, enfin, on verra peut-être tout à l'heure comment ça apparaît quand on essaye de regarder les matrices de transfert. Bon. Alors, l'intérêt de regarder cette géométrie, eh bien, c'est que la quantité, alors ça va être la longueur, donc ça dépend de la largeur du système. C'est que si on se base sur cette expression des faits de taille finie, eh bien, on s'attend à ce que la longueur va diverger en L puissance nu sur nu fois F de L1 sur nu fois T moins TC. Puisque la quantité elle-même que je considère, elle a l'exposant nu. D'accord? Donc la longueur de corrélation dans le système infini, elle se comporte en T moins TC puissance moins nu. Donc en fait, si la quantité que je regarde, c'est la longueur de corrélation elle-même, eh bien ici je vais avoir nu sur nu, donc je vais avoir une puissance 1. Donc je vais me simplifier la vie, je n'ai plus besoin de me poser la question de savoir quel est l'exposant qu'il y a devant. Et donc ça veut dire que si je trace en fonction de la température le rapport Xl sur L, eh bien je vais avoir, comme dans le cas de Binder, des courbes qui vont se croiser en un point. Et donc ça va me permettre de déterminer le point critique. Et puis une fois que j'ai le point critique, je regarde la dérivée au point critique, et ça me permet d'extraire l'exposant nu simplement en regardant comment la dérivée au point critique augmente en fonction de la taille du système. Donc, par exemple, vous comparez deux tailles différentes, xi de L sur dt divisé par la dérivée, tout ça au t égale tc que vous avez obtenu en regardant où ça se coupe. Et ça va être de la forme L sur L' puissance 1 sur nu. Donc si vous avez mesuré ces deux dérivées, eh bien, vous pouvez extraire l'exposant 1 sur nu. Alors, pour traiter ce genre de problème, vous voyez qu'on veut regarder des systèmes qui sont très longs, donc ils vont avoir beaucoup de spin. Donc, les méthodes Monte-Carlo, plus vous avez de spin en présence, plus c'est long, plus c'est difficile. Vous voulez extraire une décroissance exponentielle, donc ça va être très difficile de bien la mesurer parce que vous allez essayer de chercher des choses qui peuvent être un peu bruitées, donc vous allez avoir du mal à estimer l'exponentielle. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que pour mesurer ces corrélations, il y a une méthode qui s'appelle la matrice de transfert. Et la matrice de transfert permet de mesurer ces longueurs de corrélation avec une précision infinie, si on veut, sur un ordinateur. La seule chose, c'est qu'il y a une difficulté, c'est que calculer ces longueurs de corrélation par matrice de transfert, je vais essayer, peut-être vers la fin, si j'ai un peu de temps, d'expliquer cette méthode de matrice de transfert. Calculer les propriétés d'un système fini, de largeur finie par matrice de transfert, ça revient à chercher des valeurs propres de matrices, et la taille de ces matrices augmente exponentiellement avec la largeur du système. Donc, par exemple, si vous prenez un modèle d'Ising, la taille de la matrice augmente comme 2 puissance L, donc assez vite, vous ne pouvez pas aller au-delà d'une largeur d'ordre 10 ou 20, ou peut-être 30 si vous êtes très très habile, mais vous ne pouvez pas faire au-delà. Si vous voulez faire au-delà, alors il y a des techniques plus avancées qui ont été développées, en particulier dans le but d'étudier les chaînes de spin quantiques, et qui vont être discutées tout à l'heure dans ce séminaire par Ulrich Scholvöck, et qui est une méthode qui a maintenant été énormément utilisée dans beaucoup de contextes et qui permet de s'affranchir de cette taille qui est relativement petite avec
une taille de matrice qui augmente exponentiellement avec la largeur du système. Donc c'est une méthode tout à fait qui a été développée depuis, je crois, une vingtaine d'années et qui est extrêmement efficace pour aller au-delà pour des systèmes comme ça. Mais en fait, c'était fait dans le contexte de chaînes de spin quantique. Mais en fait, l'idée, c'est essentiellement la même chose. Quand vous écrivez une matrice de transfert, essentiellement, c'est comme un opérateur en physique quantique. Bon, on verra peut-être si j'ai un peu de temps pour en parler tout à l'heure. Donc, quand on mesure ces longueurs de corrélation, ça permet de déterminer le point d'intersection comme le point de transition, et puis ça permet de mesurer l'exposant. Alors là aussi, je vous ai donné quelques données qui sont des articles qu'on avait écrits il y a longtemps, qui permettent de voir comment les résultats convergent. Et donc, dans le cas de la percolation sur la page 10, on peut voir que les résultats ont l'air de converger. Ça consiste simplement à comparer des tailles L égales, par exemple, 10 et 9 ou 9 et 8, des choses comme ça. Et bon, on trouve des valeurs. Par exemple, si vous prenez pour le seuil de percolation, on sait démontrer qu'il vaut exactement 0,5. Et vous voyez que déjà, en comparant des tailles 9 et 8, vous trouvez 0,49948. Et vous pouvez essayer éventuellement d'extrapoler. Donc vous trouvez, comme vous arrivez à déterminer de manière très précise certains exposants. Et même, c'est ce qui apparaît sur la dernière page, c'est que dans le cas du modèle d'Ising, depuis Hansager, qui a résolu le modèle d'Ising à 2 dimensions dans les années 40, eh bien, on connaît exactement la formule pour toute taille. Il a réussi à diagonaliser ses matrices à la main pour toutes les tailles possibles, pour toutes les largeurs possibles. Et il y a une formule qui est écrite, mais qui n'a pas énormément d'intérêt pour tout ce que je veux dire, qui donne la valeur précise, exacte, analytique, de ces longueurs de corrélation. Et ça, j'ai photocopié une page d'un article qu'on avait écrit il y a longtemps, et ça permet de prédire comment les estimations de la température critique ou des exposants qu'on peut faire à partir de cette méthode de renormalisation phénoménologique vont converger en fonction de la taille. Et dans le cas présent, je crois qu'ils convergeaient en 1 sur N2 ou 1 sur N3. Voilà, on voit les exposants, c'est la formule A8 sur la page 11. C'est voilà, l'exposant, il converge en 1 sur N2. N, dans ce cas-là, c'était la largeur du système. Donc ça permet de s'assurer vraiment que la méthode marche et même d'avoir une idée de la façon dont les résultats vont converger. Bon. Alors, dans la dernière partie de ce que je vais dire aujourd'hui, je vais essayer maintenant de faire le lien entre ces lois d'échelle des systèmes finis et la renormalisation. D'où ça sort, comment on peut comprendre ces formules, comme une formule comme celle-là que j'ai écrite depuis le début. Alors, donc, la renormalisation implique effet Taylor. Alors, l'idée, comme je l'avais dit dès la première séance, l'idée du groupe de renormalisation, c'est de partir d'un système de taille L avec beaucoup de degrés de liberté, et puis d'essayer de le remplacer par un système équivalent qui lui ressemble, avec une nouvelle température renormalisée, et puis de faire cette opération un grand nombre de fois. Alors, quand on est dans un système infiniment grand, on peut faire cette opération un nombre infini de fois. Mais quand
on est dans un système fini, on va partir de la taille L, on va arriver à la taille L sur B, et ainsi de suite. Et à un moment, on va arriver à une taille L0, et puis cette taille L0, on ne va pas pouvoir aller plus loin. Donc, bon, le mieux, c'est de prendre un L0 qui est quand même suffisamment grand pour ressembler au système qui est suffisamment grand pour ne pas dépendre de manière trop détaillée de la forme du réseau ou des choses comme ça. Mais en fait, il y a un moment où, quand on va appliquer ces opérations, on va être obligé de s'arrêter. Donc ça, c'est cette idée. Et donc, je vous rappelle que quand on remplace un système par un autre, eh bien, on n'a que la longueur de corrélation, si j'étais dans le système infini, eh bien, elle va être donnée par B fois la longueur de corrélation dans le système renormalisé. C'est juste que, comme les systèmes se ressemblent, si je prenais la corrélation entre deux spins à une certaine distance, eh bien, il se serait rapproché d'un facteur 1 sur B quand on va dans le système plus petit. Bon, donc ça, c'était un peu cette idée du groupe de renormalisation. Et la dernière fois, ce qu'on avait vu, c'est que si on essaye d'éliminer des degrés de liberté, alors on l'avait fait de manière approximative, mais c'est ce qui se passe en général, à condition de prendre un ensemble d'hamiltoniens suffisamment large, que la fonction de partition d'un système avec n spin à la température T va s'écrire comme la fonction de partition d'un système avec moins de spin à la température renormalisée, et puis il y a un terme ici, A de T puissance n. Donc vous l'avez vu de manière approchée avec cette règle de la majorité, mais ici T, c'est la température, mais ça peut être une famille de paramètres qui caractérisent le système que je considère. Il pourrait y avoir non pas un paramètre, mais pas mal de paramètres. On va faire comme s'il y en avait un pour simplifier un peu les notations, mais ça n'a rien d'essentiel. Bon, donc n, bien sûr, le nombre de spins, il va changer en n sur b puissance d, si je suis en dimension d, à chaque étape. Et donc, quand on a cette expression, si on s'intéresse à l'énergie libre par spin, bon, ici je prends l'énergie libre au sens le log de la fonction de partition. Je ne mets pas les kBt, etc. Bon, ben, ce Fl de t va vérifier une équation de la forme G de t plus 1 sur b puissance d Fl sur b de t'. Et donc, l'autre jour, on avait discuté le cas où le système est infini. On avait dit, voilà, ici, on a l'énergie libre par spin ou par particule dans le système infini. Et là aussi, quand on est dans un système infini. Mais ici, aujourd'hui, on va faire un peu attention. Bon. Et maintenant, tout ce que je vais dire va être reposé sur cette expression qui est là. Alors, j'ai en tête de m'arrêter quand je vais arriver à une certaine distance L0. Donc, supposons que je regarde cette formule et je vais essayer de calculer Fl pi la Tc. Donc, Tc, c'est le point fixe de... alors, donc, je vais écrire T'. En fait, je vais l'appeler T renormalisé parce que je préfère l'appeler TR ici parce que je vais prendre des dérivés. Donc, après, il y a des primes et des R. On ne saura plus de quoi on parle. Donc, c'est TR qui est RB de T. Et donc la formule qui est là, au lieu de l'appeler T', ça va être TR. Alors, si je me place exactement à TC, c'est-à-dire au point TC égale RB de TC, au point fixe, eh bien FL de TC, ça va être G de TC plus 1 sur B puissance D F de TC. Bon. Et puis, je vois que FL sur B. Bon. Et puis, si j'itère,
je suis en train de me fabriquer une série géométrique. Je vais trouver G de TC plus 1 sur B puissance D G de TC plus 1 sur B puissance 2D G de TC, etc. Et donc ça, pour L grand, eh bien, ça tend vers G de TC sur 1 moins 1 sur B puissance D. Donc en fait, c'est la formule d'ailleurs qu'on a dû voir déjà la dernière fois ou la fois d'avant, c'est l'énergie libre à TC, ben, je somme cette série géométrique, donc ça c'est quand L est grand. Et si L n'est pas infiniment grand, ben, il va y avoir un petit reste, mais qui ne me préoccupe pas pour l'instant. Bon. Et puis maintenant, je vais regarder les dérivés de FL de T. Donc je vais dériver la formule qui est là. J'ai F' de T égale G' de T plus 1 sur B puissance D, D de TR sur dt fois F' de T. Et maintenant, si je recommence mon histoire, donc ça c'est juste la dérivée de l'équation qui est là-bas, si je recommence mon histoire de vouloir l'estimer à Tc, je vais avoir Tc, et là je vais avoir la dérivée à Tc, et traditionnellement, cette dérivée à Tc, on l'appelle, enfin c'est pas il y a de bonnes raisons de l'appeler comme ça, c'est pas uniquement une question de tradition, c'est que dtr sur dt à Tc, on l'écrit sous la forme b puissance yt. Bon, ça c'est un nombre et yt c'est un nombre. Donc c'est juste une façon de représenter ce nombre de manière différente. L'intérêt de mettre le b, c'est que, en fait, comme c'est un groupe, si j'appliquais 2 fois b, eh bien, la dépendance, si je faisais passer de b à b carré ou à b' ou quelque chose comme ça, la dépendance en b serait la même. Bon, donc si j'écris ça, eh bien, là j'ai G' de Tc égale plus b puissance yt moins d dtr, f' de Tc au point L sur b. Bon, donc ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé ici, sauf que vous voyez que, en fait, la série elle va avoir plus de mal à converger, parce que au lieu d'avoir un facteur 1 sur b puissance d à chaque étape, il va y avoir un facteur plus grand. Donc ça va converger de manière plus dure, mais plus difficile. Mais en fait, bon. Alors, je vais me placer dans un cas où yt, je vais me placer dans un cas, donc un exemple, mais en fait c'est un peu générique, c'est où yt est plus petit que d, mais où 2yt est plus grand que d. Et puis si ce n'était pas 2yt, ça serait 3yt qui est plus grand que d, ou 4yt qui est plus grand que d. Mais je vais prendre le cas où 2yt est plus grand que d. Donc si yt est plus petit que d, vous voyez que cette série, toujours, elle va converger vers quelque chose. Ça va être une somme de séries géométriques. Ça va donner G' de Tc sur 1 moins b puissance yt moins d. Mais si je calcule une dérivée de plus, f seconde de t, alors bon, il faut dériver au deux fois cette chose. Bon, c'est faisable. Ça va s'écrire sous la forme, bon, je ne fais pas la dérivée au tableau, mais ce n'est pas un problème. Si j'ai écrit à Tc, ça va être un certain h de Tc qui contient g seconde, qui contient f' de Tc, qui contient 2-3 trucs, et puis plus b puissance 2yt moins d fois f seconde de Tc pour la taille plus petite. Et donc, vous voyez que ce qui était en train d'être une série géométrique qui converge, maintenant, elle ne converge plus. À chaque étape, j'ai une puissance. Là, le b puissance 2yt moins d est plus grand que 1. Donc, si j'itère, eh bien, ça va diverger. Et c'est ce qu'on avait déjà vu la dernière fois, ou la fois d'avant, c'est que si je suis dans le système infini, ben, comme ça, je réalise que l'énergie libre, il y a une dérivée qui est infinie. Maintenant, on est dans un système fini. Donc, je vais itérer ceci jusqu'au moment
où je vais arriver à une taille, la taille L0 dont j'avais parlé tout à l'heure. Et quand j'arrive à cette taille L0, vous voyez que f seconde de Tc, ben, il va être essentiellement dominé par le plus grand terme de la série, quand je vais faire cette somme. Donc le plus grand terme, il va être b puissance 2yt moins d fois n, où n, enfin égal, se comporte comme, où n est le nombre de fois où je peux itérer jusqu'au moment où j'arrive à la taille L0. J'étais parti d'une taille grand L, j'ai réduit jusqu'à L0, et donc le nombre d'itérations, c'est que L, c'est égal à b puissance n fois L0. C'est le nombre de fois où j'ai pu faire mon changement d'échelle pour passer de la grande taille L à la taille L0. À L0, je m'arrête, parce que, par exemple, je suis arrivé à 1 spin ou à 10 spins et je ne veux pas aller plus loin. À un moment, je m'arrête. Et quand je remplace le n par cette formule, je vais trouver que f va être en L puissance. Donc il suffit d'extraire n de cette formule. Ça va être L sur L0 puissance 2yt moins d. Donc je vois comme ça. Alors bon, quand je mets à peu près égal comme ça, en fait, il y a des préfacteurs qui dépendent probablement de L0 d'une certaine manière, qui dépendent du H qui est là, etc. Bon, il faut faire un calcul un peu précis, mais le comportement en fonction de la taille, on l'a ici. On voit que cette quantité, qui est une dérivée de l'énergie libre, typiquement, ça serait une chaleur spécifique dans le cas de la température. Si au lieu d'avoir pris comme paramètre la température, j'avais pris comme paramètre le champ magnétique, eh bien, cette quantité-là, ça serait la susceptibilité magnétique, ça devient une loi de puissance de L. Mais il n'y a pas que ça. Si je continue ce calcul, en prenant des dérivées d'ordre supérieur, eh bien, Fk de Tc, eh bien, ça va se comporter. Chaque fois que je fais une dérivée, bon, le H devient de plus en plus compliqué, donc c'est pas joli à écrire, c'est embêtant, mais il n'y a rien de mystérieux dedans. Mais chaque fois que je fais une dérivée, en fait, je vais gagner un facteur b puissance yt. Donc ça va me donner L sur L0 puissance k yt moins d. Donc ça, c'est pour une quantité par spin. D'accord ? Donc on voit bien que, à partir de là, on voit bien que on va être en train de fabriquer une fonction f L de t. Ben, il va y avoir f infini de Tc plus peut-être t moins Tc f' dans le système infini de Tc, parce que les deux premières sommes ici convergent, et puis à partir d'un certain moment, on va trouver plus L puissance 2yt moins d fois une fonction, alors je ne sais pas, h de L puissance yt fois t moins Tc. Donc en fait, on voit apparaître la forme d'effet de taille finie, et ça provient de quelque chose qui est relativement simple, de la formule d'itération qu'on avait sur l'énergie libre. Quand on la dérive et qu'on se place à Tc, à partir d'un certain moment, ce qui était une série géométrique qui convergeait se met à être une série géométrique qui explose, et simplement en regardant le terme le plus grand, parce que c'est le dernier terme, ou c'est les quelques derniers termes qui vont compter, eh bien leur dépendance en L me fournissent exactement la formule d'effet de taille finie qu'on voulait, puisque chaque dérivée me fait apparaître un yt en plus, et donc
c'est tout à fait comme ce qui se passe ici. Si je dérive successivement par rapport à YT, chaque fois, je gagne un YT en plus. Donc ça, c'est un peu cette explication à partir de l'équation fonctionnelle de l'énergie libre. Alors, il y a un cas qu'on peut considérer, c'est le cas où, par exemple, 2YT serait égal exactement à D, ça vaudrait 0, ici. Hein, c'est le cas limite entre le cas où ça se met à exploser et le cas où ça converge. Donc, à ce moment-là, à chaque étape, je vais avoir H de TC plus H de TC plus H de TC. Et donc, si D moins 2YT vaut 0, en fait, c'est le cas du modèle d'Ising à deux dimensions, 2D, parce que l'exposant nu, il vaut 1, et donc c'est ce cas-là. Bon, je vais faire cette opération un certain nombre de fois jusqu'au moment où j'arrive à L0. Et donc, je vais trouver que la dérivée f seconde de TC va valoir n fois h de TC. Et n, c'est le log de L. Donc, je vais trouver une divergence logarithmique avec la taille du système. Donc ça, c'est simplement qu'à chaque étape, ni ça croît ni ça décroît, donc tous les termes sont identiques jusqu'au moment où je m'arrête à la taille L. Alors, la prochaine fois, je mentionne, avant de passer un peu aux méthodes de matrice de transfert, la prochaine fois, on va repartir, au moins au début, avec l'équation fonctionnelle de l'énergie libre et voir comment on peut en extraire toutes sortes de comportements, les lois de puissance, bien sûr, l'aspect relevant ou irrelevant des variables, les corrections logarithmiques que l'on peut trouver, qui sont en général plus compliquées qu'ici. Donc on va voir comment tout ça peut être extrait à partir de l'équation fonctionnelle qui est là. Bon, et puis après, on discutera un exemple particulier où on voit apparaître la dimension critique 4. Ce sera, j'espère que je vais pouvoir traiter le cas des polymères dont on avait parlé la dernière fois. Bon. Donc, pour terminer aujourd'hui, je vais commencer. Pour terminer, je vais commencer. Je vais essayer de mentionner rapidement comment on fait ces calculs de matrice de transfert, parce que ça va faire un peu le lien avec le séminaire qui va suivre. Donc, je vais essayer de vous dire comment on peut calculer les longueurs de corrélation, par exemple, pour des modèles de spin dans ces géométries très allongées. Donc, c'est la méthode de la matrice de transfert. Alors, je considère une géométrie qui est très allongée comme celle-là, comme on l'a vu tout à l'heure, avec une largeur L et une longueur L majuscule comme ça. Bon. Et a priori, on peut considérer une énergie pour les spins d'Ising qui va être de cette forme. Donc je l'écris sous cette forme. Moi, somme de J égale 1 à W moins 1. À grand L moins 1. Jx fois SI, J, SI, J plus 1. Et puis il y a moins somme de I égale 1 à W
Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises. Il y a somme sur I. Non, je vois que mes notes sont pas les bonnes. Bon, donc c'est somme sur IJ, c'est J, c'est la hauteur. Non, I, c'est. Quand on est au tableau, on le voit moins bien. Il y a une somme double. Bon, somme double sur les liens horizontaux. Et je vais écrire somme sur les liens horizontaux, et puis il y a S, I, somme sur les paires I voisins de J le long de liens horizontaux, SI, SJ, et puis moins somme de JY, somme sur I voisin de J de SI, SJ sur les liens verticaux. Donc, hein, j'ai mon réseau, et maintenant, je mets des couplages JY le long des liens verticaux et JX le long des liens horizontaux. Bon, et au lieu d'écrire l'énergie sous cette forme, donc ça, il y a toutes les paires de spins, en fait, je vais introduire une variable CI, CJ, qui est en fait la donnée de tous les spins d'une certaine colonne. Donc, CJ, si j'ai un spin sigma 1, sigma L ici, le long de cette colonne, CJ, au lieu d'avoir deux valeurs possibles, il va avoir sigma 1, sigma 2, sigma L. Donc, le CJ, il stocke toutes les informations sur les spins qui sont le long de cette colonne. Et donc, il va y avoir 2 puissance L, valeur possible des CI, état possible des CI. Et donc, au lieu d'écrire cette énergie sous cette forme, que j'ai manifestement mal écrite dans mes notes, eh bien, on va l'écrire sous une forme comme ça, qui est l'énergie est égale à moins somme simplement sur I, de I égale 0 à L, à grand L moins 1, de une certaine fonction des CI et CJ et CJ plus 1. Donc c'est juste toutes les interactions qui font intervenir ces spins et les spins de la colonne suivante, la partie de l'hamiltonien, je l'écris sous cette forme. Donc ça, c'est une façon de l'écrire un peu plus compacte. Et donc, si vous voulez calculer la fonction de partition de ce système, eh bien, la fonction de partition, au lieu de sommer sur tous les spins, je vais sommer sur tous les états de chaque colonne. Donc ça va être somme C1, qui prend 2 puissance L valeur, somme C2, qui prend 2 puissance L valeur, etc., somme sur CL-1, c'est grand L-1, jusqu'à 2 puissance L, égale 1 à 2 puissance L, et puissance moins bêta F de C0, C1, moins bêta F de C1, C2, etc., moins bêta F de CL-1, CL-1, CL. C'est juste une façon d'écrire l'énergie. Et là, j'ai une fonction qui dépend juste de ce qui se passe entre une colonne et la colonne suivante. Et maintenant, je me place dans une situation où l'état de la première colonne est fixé, l'état de la L-ième colonne est fixé, donc je me donne certaines conditions au bord, et donc C0 et CL sont fixés, et vous voyez que ceci, ça ressemble, c'est exactement un produit matriciel d'une matrice qui a une taille 2 puissance. Alors j'ai mis 2 puissance n, en fait c'est 2 puissance L, 2 puissance le nombre de spins dans chaque colonne. Donc le Z, qui va dépendre des conditions que j'ai mis aux deux bords, eh bien il va être simplement une matrice à la puissance L, et l'élément C0 CL de cette matrice. Et la matrice, c'est M
égale m de cc', c'est juste e puissance moins bêta f de cc'. Donc voilà ma fonction de partition. Elle apparaît, je peux la calculer à condition d'être capable de faire un calcul avec une matrice qui a la puissance, c'est la puissance grand L. C'est le nombre de fois où je fais cette opération. Alors maintenant, quand la taille du système est très grande, c'est-à-dire quand la largeur, je la garde fixée, mais la longueur, je la prends très grande, eh bien c'est une matrice, et ça, c'est la question de l'algèbre linéaire standard, c'est que ça, pour L grand, ça va être lambda 1 puissance L, plus, alors en fait, ça va être lambda 1 puissance L multiplié par R1 de C0, L1 de CL. Ça, c'est le vecteur propre à droite de la matrice M. Ça, c'est le vecteur propre à gauche de la matrice M, plus... Donc, en fait, ce que je suis en train d'écrire, c'est que quand la taille est très, très grande, L est très grand, en fait, la matrice, ce qui va dominer, c'est la plus grande valeur propre. Et puis après, il y a les corrections qui sont dues à la deuxième valeur propre, la deuxième plus grande valeur propre, lambda de L, et puis il y a le vecteur propre à gauche, c'est 0, plus le vecteur, fois le vecteur propre à droite, c'est L, etc. Bon, normalement, il y a une somme sur toutes les valeurs propres, c'est de l'algèbre linéaire. Bon. Et donc ça, c'est ce qui va se passer quand grand L est très grand. Cette façon de changer de notation au dernier moment n'est pas idéale. Bon. Donc ça, c'est le comportement quand L est très grand. Si vous essayez de prendre log de Z, le log de Z, il va être essentiellement dominé par ça. Donc essentiellement, il va être grand L log de lambda 1. Il y aura un terme d'ordre 1 qui sera dû aux bords qui sont là. Et puis, il y a une correction qui va être de la forme lambda 2 sur lambda 1 à la puissance L. Si je prends le log de cette quantité, comme lambda 1, c'est la plus grande valeur propre, lambda 2, c'est la deuxième, eh bien, il va y avoir lambda 2 sur lambda 1 à la puissance L avec un coefficient. Et ça me dit comment les propriétés de ce système vont converger quand L devient très grand. Et donc, ça veut dire qu'il y a une espèce de longueur caractéristique qui est lambda 2 sur lambda 1, que j'appelle les puissances moins la longueur de corrélation de ce système, qui me donne la longueur de corrélation, la longueur sur laquelle les effets de bord s'atténuent. Quand L devient très grand, la correction à l'énergie libre va tendre vers 0 exponentiellement. Ça, c'est cette longueur de corrélation. Donc, tout ça pour dire que par cette méthode de matrice de transfert, en fait, pour trouver la longueur de corrélation, il suffit de construire cette matrice et de chercher ses valeurs propres. Dès qu'on a les deux premières valeurs propres, on a la longueur de corrélation. Et une fois qu'on en est là, on peut utiliser la renormalisation phénoménologique dont j'avais parlé tout à l'heure. Alors, qui dit matrice et valeur propre de matrice, en fait, ça, c'est un concept qui est parfaitement présent, qui est tout le temps présent dans les systèmes quantiques. Si vous prenez un système quantique, l'hamiltonien, c'est une matrice. La distance entre les deux premières valeurs propres, c'est le gap. Et donc, tout ce qu'on fait avec des matrices de transfert pour ces systèmes, par exemple, bidimensionnels, vont se traduire par des hamiltoniens pour des systèmes unidimensionnels. Donc en fait, ça montre quelque chose qui est bien connu dans ce domaine, c'est que le système classique, si j'essaye d'étudier un modèle d'Ising classique en dimension 2 ou en dimension D, en fait, c'est essentiellement la même chose que d'étudier le système quantique en dimension D-1. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'espace sur lequel agit la matrice, c'est l'espace de ces variables CI qui vivent sur une ligne verticale. Et donc, quand on cherche
Lambda 1, ça revient à prendre l'état fondamental d'un Hamiltonien quantique. Lambda 2, c'est chercher le premier état excité, et ainsi de suite. Donc c'est exactement le même genre de méthode qu'on peut utiliser dans un cas et dans l'autre. Et donc selon les systèmes physiques auxquels on s'intéresse, eh bien, on va plutôt penser en termes classiques ou en termes quantiques. Mais essentiellement, les idées sont les mêmes. À une petite chose près, c'est que quand on prend les moyennes quantiques, il faut prendre les carrés des fonctions d'onde et pas simplement les fonctions d'onde. Mais autrement, du point de vue du spectre, c'est exactement la même chose. Donc je vais m'arrêter là. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a dans un petit moment, on a un séminaire de Ulrich Schauvock qui a écrit une revue très, très connue sur cette méthode de density matrix renormalization, qui est une méthode très puissante pour essayer de calculer les propriétés de systèmes quantiques en utilisant des idées de renormalisation, donc plus avancées que ce que j'ai raconté ici, mais à mon avis très important et très intéressant. Je vous remercie.